Voilà, donc l'intitulé c'est affection rare touchant la moelle ou myélopathie rare. Alors ce que je vais essayer de traiter, c'est pas les pathologies en fait très rares. Il y a un livre par exemple qui traite plus de 250 étiologies plutôt exceptionnelles et du coup c'est pas très intéressant en pratique. Pour la plupart c'est des étiologies génétiques malformatives. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une revue de quelques cas, la plupart issus de la littérature, on va dire d'une dizaine d'étiologies qui sont certes rares, probablement pas très rares parce qu'ils sont méconnus, alors qu'ils sont potentiellement traitables et ils ont un tableau clinique assez stéréotypé. Donc l'idée c'est de donner les mots-clés pour pouvoir évoquer ces étiologies qui sont quand même pour la plupart traitables. Alors je vais le faire sous forme de cas cliniques, ce sont des cas cliniques réels, issus pour la plupart de la littérature. Alors ce premier cas clinique d'une femme de 50 ans, qui a une histoire en 2010 d'une gastrectomie pour un ulcère qui n'a pas cicatrisé. Et en 2013, il fait des paresthésies des doigts, des orteils. En 2015, elle est confinée au lit avec une paraparésie, voire une tétraparésie spastique pyramidale, une hypopalesthésie et une altération de l'arthrokinétique, aussi une hypoesthésie en chaussette avec une aryflexie achillienne. Alors au total, on peut dire que c'est un syndrome de sclérose combinée de la moelle associé à une forte suspicion d'une neuropathie périphérique associée. Alors l'imagerie, comme vous le voyez là, donc c'est cet aspect d'anomalie de signal ici, qui est à l'heure postérieure, ici. Donc là, typiquement, on peut évoquer un déficit en vitamine B12 comme étiologie, d'autant plus qu'il y a une notion de gastrectomie. L'hémoglobine était normale, la vitamine B12 était normale, de même que l'homocystéine. Donc là, c'est une hypothèse très intéressante pour évoquer un déficit en cuivre, comme vous le savez. Effectivement, le cuivre était bas. Et donc, le diagnostic retenu, c'était celui d'un syndrome de sclérose combinée de la moelle avec une neuropathie qui était confirmée aussi à l'EMG. Secondaire, un déficit en cuivre. Sous supplémentation en cuivre, l'amélioration clinique et biologique était intéressante et l'imagerie de contrôle était stationnaire. Alors, qu'en est-il de ces myélopathies des déficits en cuivre? Alors, bien sûr, le cycle de cuivre, bien sûr, vient de l'alimentation. L'absorption est gastrique, elle est au niveau du système digestif haut, il est gastrique, duodénal et jugénal, à la différence de la B12 qui est absorbée au niveau de l'iléon terminal. Alors, il y a une protéine qui est responsable de cette absorption, qui est touchée dans une maladie qu'on appelle la maladie de Menkes, qui est un déficit inné, génétique en cuivre. Alors, par la suite, une fois le cuivre monte au niveau du foie, il est excrété au niveau de la bile par cette protéine, la TP7B, dont le déficit entraînerait la maladie de Wilson, comme vous le savez. Alors, pourquoi le cuivre donne exactement comme la B12? Parce que tout simplement, si on voit les voies de la méthylation de la myéline, la cobalamine, elle est branchée comme cofacteur pour la méthionine synthase, de même que le cuivre, qui est aussi branché avec exactement la même analogie, donc ce qui explique que le déficit en cuivre donnerait exactement un tableau qui ressemble à un déficit en vitamine B12. Alors, juste pour vous rappeler, la maladie de Menkes qui donne des symptômes qui n'incluent pas de myopathie, sur le plan neurologique, c'est plutôt un retard mental, et d'autres déficits, notamment une épilepsie ou d'autres signes cliniques caractéristiques. Alors, cette myelopathie en cuivre, quel est finalement le tableau clinique typique? C'est souvent une femme de 50 à 60 ans qui a subi une chirurgie gastro-intestinale haute, particulièrement une chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire une chirurgie bariatrique. Il y a aussi les malabsorptions, chaque fois ça se passe en haut. L'excès de zinc, les patients qui prennent beaucoup de zinc, parfois des implants, ils sont très riches en zinc, peuvent donner aussi un déficit en cuivre. Un traitement chronique en dépénicillamine, mais pas dans le sens d'une toxicose cuprique, mais surtout dans d'autres maladies où la dépénicillamine est utilisée, d'autres maladies de système, peuvent donner des déficits en cuivre. Et le tableau typique, c'est un syndrome de sclérose combinée de la moelle, avec une neuropathie périphérique et une cytopénie, généralement une anémie, une leucopénie pratiquement constante. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs années après la chirurgie. L'imagerie typique, ça ressemble à la B12, dont 50% en hypersignal postérieur, avec un aspect de V inversé qui a été montré. Alors le diagnostic, cérélioplasmine basse, cuprémie basse, mais avec la différence de la maladie de Wilson,
la cuprurie est aussi basse, alors que la cuprurie au cours de la maladie de Wilson est élevée. Alors souvent, bien souvent, il y a une association avec un déficit en vitamine B12 qu'il faut aussi rechercher. Voilà, ça c'est l'aspect un petit peu en V inversé typique. Alors, l'idée de cette première observation, c'est qu'il faut probablement toujours demander le cuivre chaque fois qu'il y a un syndrome combiné de la moelle, parce qu'on voit en pratique beaucoup de patients qui ont un B12 normal, on s'acharne avec l'homocystéine, et c'est bien souvent, probablement, ces déficits potentiels en cuivre qu'il faut chercher. Alors, le deuxième cas clinique, c'est un homme de 62 ans qui a une notion de chute sur le dos, c'était une chute assez importante, et depuis 3 ans, il fait des troubles de la marche, une monoparésie crurale droite, d'origine pyramidale, avec une hypoesthésie thermoalgique plutôt gauche, ça veut dire avec un niveau D6. Donc on comprend bien que c'était un syndrome de Brown-Séquard. Une première IRM qui a été faite à 1 an a été interprétée comme normale. Et là, je vais vous montrer l'IRM qui a été faite 3 ans après le début de symptômes. Alors, rapidement, ce qu'on peut voir, il n'y a pas vraiment d'anomalie de signal, mais globalement, on va dire la moelle, il est un petit peu plaqué en antérieur au niveau de la 7e vertèbre thoracique, avec un aspect d'élargissement de l'espace sous-arachnoïdien postérieur. Donc on peut évoquer comme ça un kyste arachnoïdien, d'ailleurs souvent le kyste arachnoïdien est évoqué, mais en fait le diagnostic c'était pas ça, parce que si on voit la moelle ici, la moelle n'est pas seulement plaquée, mais plutôt il fait hernie à travers une petite brèche durale, et ce qu'il y a ici c'est plutôt la conséquence et non pas la cause de cette compression, et donc c'était plutôt un diagnostic d'une hernie, d'une myélopathie progressive sur hernie médulaire transdurale, et qui est bien illustré ici, que la moelle peut faire hernie à travers une petite brèche qui pourrait être bien souvent congénitale, mais parfois post-traumatique. Alors ce patient, il avait une notion de traumatisme qui remonte à 5 ans, qui pourrait être l'occasion. Alors là, la chirurgie, on voit clairement l'angulation un petit peu de la moelle sur cette brèche, et puis qui a été suturée avec une bonne évolution post-opératoire. Alors, qu'en est-il de cette pathologie, qui est l'hernie spinale, plutôt idiopathique ventrale? Alors là, sur une revue de la littérature qui a été faite, alors on voit classiquement qu'une prédominance féminine nette, et le niveau il est généralement, pratiquement toujours thoracique moyen, c'est T5, T6, T7, bien souvent c'est T7, et le tableau clinique, curieusement, c'est un syndrome de Brown-Séquard dans 60% des cas. Donc myélopathie progressive, Brown-Séquard, il faut évoquer cette notion de myélopathie sur hernie transdurale. Le traitement, toujours chirurgical, permet assez souvent au moins de stopper, sinon d'améliorer. Voilà une autre imagerie typique. Si on voit un petit peu, la moelle elle est plaquée. Souvent le diagnostic différentiel c'est un kyste arachnoïdien. Il y a toute une littérature pour faire la part entre les signes radiologiques de ces deux entités. Et si on voit un petit peu la moelle, il fait hernie un petit peu au niveau de l'espace épidural antérieur. Alors le troisième cas clinique, c'est un homme de 45 ans qui a depuis 2 ans une notion de cirrhose confirmée, qui est un stade de Child-Pugh C, ça veut dire le maximum de fibrose qu'on peut avoir. Depuis 1 an, il a fait déjà un tableau d'encéphalopathie hépatique qui était réversible sous traitement. Et depuis 6 mois, il fait des troubles de la marche progressive avec aide, mais sans troubles sensitifs et sans troubles sphinctériens, c'est-à-dire une paraparésie spastique motrice pure, on peut l'appeler comme ça. Les réflexes étaient pyramidaux. Alors l'IRM médulaire était normal, je vais vous la montrer. Et sur voilà, l'IRM, on peut probablement discuter une certaine atrophie quand même médulaire, mais l'IRM en tout cas était normal. Et sur le scanner, on a cet aspect d'un shunt entre l'artère splénique et l'artère rénale. Donc il y avait un shunt induit par l'état cirrhotique du foie. La biologie, il y avait une hyperammoniémie et des stigmates d'insuffisance hépatocellulaire. Tout le reste du bilan était normal. Donc le diagnostic, c'est celui d'une myélopathie hépatique. C'est une entité que je ne savais pas avant de préparer ce topo. Alors a priori, les patients qui ont cette pathologie peuvent être très nettement améliorés par la transplantation hépatique, mais il y a aussi d'autres traitements qui s'est rapporté que ça permet d'améliorer. C'est une complication redoutable de la cirrhose. Il mène pratiquement toujours, s'il n'est pas traité, au fauteuil roulant. Alors là, un petit peu une revue
globale de comment évoquer ce tableau clinique. Alors bien souvent, des patients qui ont une hépatopathie chronique, mais ça peut survenir en dehors d'une hépatopathie, c'est-à-dire d'autres pathologies qui comportent un shunt portocave. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains l'appellent la myélopathie portocave au lieu d'hépatique. C'est la même chose, bien sûr, des encéphalopathies hépatiques qui peuvent survenir en dehors d'une atteinte hépatique. Alors souvent, c'est des patients qui ont un shunt spontané, mais le fait de provoquer un shunt pour traiter les varices, les gastro font ce qu'on appelle les TIPS. Alors souvent, les myélopathies hépatiques apparaissent après ce shunt iatrogène, en fait ce shunt thérapeutique, parce que apparemment le foie est shunté et tous les neurotoxiques partent directement pour se déposer au niveau de la voie pyramidale, semble-t-il, avec un point particulièrement au niveau toujours de la moelle thoracique moyen, ce qui explique qu'on peut avoir des paraparésies, particulièrement sans atteinte sensitive et sans trouble sphinctérien. Alors, l'imagerie, bien souvent, elle est normale, et la conduite, il y a certains qui disent, lorsqu'on diminue l'ammonium, on peut améliorer, comme ce qui se passe au niveau des encéphalopathies hépatiques, mais la transplantation hépatique permet d'arrêter, voire de reverser l'évolution de ces myélopathies hépatiques qui sont ailleurs de mauvais pronostics s'ils ne sont pas traités. Alors le quatrième cas clinique, c'est un homme de 22 ans qui a une notion de pneumopathie interstitielle sous corticothérapie. Déjà, il est à 20 mg depuis déjà une année, une corticothérapie au long cours, et qui fait depuis 6 mois, pardon, il y a ici une erreur, depuis 6 mois, une lourdeur progressive qui rapidement amène au fauteuil roulant. Il y avait des troubles urinaires, l'examen retrouvait, on peut dire un syndrome, je dirais pas de section médulaire, mais il y avait une paraparésie spastique, mais quand même un trouble sensitif avec un niveau qui était D8. Alors, l'imagerie, je vais vous la montrer. Alors, ce qu'on peut voir sur cette imagerie, sur les séquences T1 et T2, on voit qu'il y a un signal anormal de la moelle, c'est un hypersignal T1, avec un aspect aussi d'hyper signal T2, postérieur de la moelle, qui semble comprimer la moelle épinière. C'est un signal de graisse, puisque la graisse donnerait un hyper T1. Non, il est plutôt périmédulaire ici. Il est périmédulaire qui comprime la moelle, et on le voit clairement ici. D'accord? Avec la moelle, elle est ici, et l'anomalie de signal qui est quand même très importante, qui comprime la moelle vers la région en antérieure. Là, en saturation de graisse, on voit clairement que l'anomalie de signal disparaît et la moelle apparaît mince et un petit peu plaquée en antérieur. Alors, le diagnostic, dans ce cas de figure, c'est celui d'une lipomatose épidurale qui est fréquente lorsqu'il y a une prise prolongée de corticoïdes, puisqu'on prescrit pas mal de corticoïdes au long cours, et souvent des patients qui viennent pour un déficit, on peut évoquer des myopathies cortisoniques. Il ne faut pas oublier probablement, lorsque le tableau pyramidal, cette entité, là, ils étaient opérés, là on voit clairement la tumeur bénigne qui est lipomateuse, qui a amené l'amélioration très nette chez ce patient. Donc toujours devant une myélopathie chez des patients sous traitement chronique en corticoïdes, il ne faut pas oublier cette lipomatose, on va dire péridurale. Alors rapidement, une petite une synthèse de ce qu'on vient de dire. Alors souvent, la lipomatose épidurale, c'est généralement l'homme jeune, soit qui a une notion de prise de corticoïdes au long cours, c'est quand même une étiologie habituelle, mais aussi chez les personnes obèses. Toute obésité morbide, c'est des personnes qui font une myélopathie. Le diagnostic aussi d'une lipomatose doit être évoqué, et très rarement, il n'y a aucun contexte, c'est le cas parfois de l'enfant qui fait cette pathologie, il n'y a ni prise de corticoïdes, ni notion d'obésité. L'atteinte est bien souvent dorsale, mais ça peut être aussi une atteinte de la queue de cheval sur une lipomatose au niveau de la région lombaire. Alors l'imagerie est typique, hyper T1, signal intermédiaire en T2 qui s'annule en saturation de graisse, et il n'y a pas de prise de contraste. Alors là, c'était une revue de littérature d'une centaine de cas. Alors ça peut être idiopathique comme ça peut être secondaire, parce que secondaire, c'est-à-dire prise prolongée de corticoïdes obésité. Il est intéressant de noter que lorsque c'est idiopathique, c'est plus la région lombaire qui est touchée. Lorsque c'est secondaire, c'est plus la région thoracique, amenant à soit des syndromes de la queue de cheval, soit une myélopathie dorsale progressive. Alors le traitement
Il n'est pas toujours chirurgical. Lorsque les symptômes viennent d'apparaître, chez des personnes qui ont une prise prolongée de corticoïdes, la pathologie est réversible lorsqu'on arrête les corticoïdes, de même que les patients obèses, lorsqu'ils font un régime, a priori la pathologie pourrait être réversible au premier stade de l'atteinte. Alors le 5e cas clinique, c'est un homme de 20 ans qui a une notion de dérivation ventriculo-péritoniale déjà à l'âge de 3 ans pour une hydrocéphalie. Là, on voit par exemple l'imagerie avec le point d'entrée de la dérivation. Alors qui fait depuis 1 an un tableau de myélopathie progressive qu'on peut localiser au niveau cervical puisqu'il y avait une tétraparésie avec une spasticité des 4 membres et un Babinski bilatéral. Il n'y avait pas de signe sensitif. C'est pas est-ce qu'on peut évoquer un diagnostic à ce stade. En tout cas, je vous montre l'imagerie. C'est un cas très bien documenté, je vais vous montrer la suite. Alors, ce qu'on peut voir, c'est un peu difficile à voir, c'est que, a priori, au niveau de la partie, on va dire, cervicale antérieure épidurale, il y a quelque chose, d'ailleurs la colonne du LCR, il se bloque. Il y a a priori quelque chose au niveau de cet endroit, et les auteurs, ils ont cherché plusieurs étiologies, incluant des hématopoèses ectopiques, ils allaient faire une chirurgie, mais sur les coupes un petit peu, on va dire, axiales, on voit clairement ici la moelle, avec, ici au niveau de l'espace antérieur, c'est des veines épidurales très engorgées, qui sont de grand volume, au point de comprimer la moelle. Donc le diagnostic, c'était celui d'un hyperdrainage, un overshunting myélopathie, donc c'était une myélopathie cervicale sur hyperdrainage. C'était le diagnostic qui a été retenu, je vais vous montrer la suite. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les auteurs? Ils ont vu le shunt, ils l'ont révisé, effectivement, la tension était vers 2 ou 3 cm d'eau, ce qui était très bas. Donc ils ont mis des shunts modulables avec une pression à 13, et l'amélioration était très nette et très rapide, puisque déjà 1 mois, il y avait déjà la régression des symptômes. Je vous montre l'imagerie de contrôle. Une fois le shunt il est révisé, le LCR passait très bien, avec les veines qui étaient très engorgées sont redevenues normales. Donc c'est un cas quand même qui me semble très bien documenté d'une myélopathie cervicale d'hyperdrainage, et je pense que c'est des choses qu'on pourrait éventuellement voir chez des patients sous dérivation qui font une dégradation motrice des 4 membres. Voilà, donc c'était ici une revue de la littérature de ces shunts. On voit que l'âge, c'est des choses qui nous intéressent au premier lieu puisque c'est l'adulte, voire même le sujet âgé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains patients peuvent avoir des signes d'hypotension, ça veut dire avec des céphalées positionnelles, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être seulement la moelle cervicale. Et si on voit un petit peu le lieu de l'atteinte, c'est pratiquement toujours entre la jonction crânio-cervicale et le C3. Donc, pratiquement C1, donc c'est souvent au niveau de cet endroit où se passe la compression avec une évolution très intéressante après lorsque la shunt est révisée. Là, c'est quand même un diagnostic plus facile de ce jeune homme de 19 ans qui, depuis 4 ans, il a une lourdeur, une atrophie isolée progressive du membre supérieur gauche, avec une notion d'aggravation nette avec le froid, et son état est actuellement stationnaire, il ne progresse plus, et à l'examen, au-delà de l'atrophie de la main, on voit clairement cette atrophie qu'on peut dire oblique, puisque ça intéresse la moitié interne de l'avant-bras, avec un respect quand même net du long supinateur, avec cette atrophie oblique. Alors, il n'y avait pas de trouble sensitif, donc le diagnostic d'une maladie d'Hirayama est retenu, et en tout cas fortement évoqué. Si on voit un petit peu l'IRM, il y a peu ou pas de choses, en tout cas, pour voir une petite empreinte ici, mais chez ce patient, bien entendu, la séquence typique, avec cette flexion cervicale qui montre clairement que la région en rétro-spinale postérieure, au cours de la flexion, il y a une augmentation de la taille de cet espace avec des veines intra-épidurales qui sont là, qui compriment la moelle en antérieur, et donc ça amène une certaine confirmation de cette maladie qui est la maladie d'Hirayama, où il y a ce résultat IRM très intéressant. Alors, diagnostic retenu, maladie d'Hirayama, c'est une observation japonaise, mais on voit que
Même chez nous, on voit par moment ce genre de patients. Alors, ils utilisent systématiquement un collier cervical parce qu'ils ont, pour eux, la physiopathologie passe certainement par cette compression. Donc, ils préconisent toujours de faire un collier. Le tableau était stabilisé, il n'y avait pas de progression. Alors, qu'en est-il de cette pathologie qui généralement touche l'homme jeune, entre 10 et 20 ans, avec un pic vers l'âge de 16 ans? Le déficit moteur est typiquement aggravé par le froid et les myotomes généralement touchés qu'on voit clairement, c'est le C8D1 avec un respect de C6 du long supinateur, ce qui donne ce caractère oblique à l'atrophie. Il n'y a pas de signe sensitive. L'EMG permet de localiser en préganglionnaire l'atteinte et bien sûr permet d'éliminer les autres diagnostics différentiels. Le diagnostic est fait sur une IRM absolument en flexion qui montre cette migration antérieure de la surface postérieure de la dure mère qui va plaquer un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet aspect n'apparaît qu'un an et demi après le début de symptômes, c'est-à-dire il peut être à défaut les premiers mois de la clinique. Voilà. Alors, il y a certains patients qui peuvent être opérés parce que selon les Japonais, il y a une inadéquation entre le cordon médulaire et le cordon rachidien et donc ils essaient de faire des plasties pour améliorer ce patient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà, si on diagnostique ça, on va dire rassurer les patients puisque la pathologie est auto-limitée, il s'arrête absolument généralement à 5 ans, il ne progresse plus après 5 ans d'évolution. Alors le cas clinique numéro 7, c'est une femme de 54 ans qui depuis 18 mois, il fait progressivement un tableau de tétraparésie avec spastique, où le diagnostic de CPP était retenu et même mis sous interférence, ce qui est un petit peu contradictoire déjà. Alors, la paraplégie spastique et anesthésie vibratoire à l'examen. Je vous montre son IRM. Il y a un aspect d'hypersignal étendu. Et si on voit un petit peu sur les coupes axiales, il y a cet aspect un petit peu qui touche quand même les cordons latéraux. Mais ce n'est pas un hypersignal franc, mais il y a un hypersignal, en tout cas une modification de signal. Et lorsqu'on injecte le produit de contraste, il y a une prise de contraste. On peut dire en œil de serpent, ce n'est pas typique, mais en tout cas, il y a une prise de contraste de ces anomalies déjà retrouvées. Alors, à ce stade, les autres bilans ont été normaux, l'IRM cérébral était normal. Le LCR, il y avait 15 lymphocytes, une chimie normale. Est-ce qu'il y a un diagnostic qui pourrait être évoqué? En tout cas, le reste du bilan avait retrouvé des anticorps anti-amphiphysin positifs avec une TDM thoraco-abdominopelvienne normale, une IRM mammaire qui montrait une lésion du sein droit qui s'est révélée un adénocarcinome. Donc c'était une myélite paranéoplasique et c'est l'occasion de parler de cette entité qui reste quand même un peu floue. Et d'ailleurs, c'est l'originalité, parce que c'est d'ailleurs souvent chronique. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu la littérature par rapport aux myélites paranéoplasiques, bien sûr. Alors, c'était une myélopathie paranéoplasique, mammectomie droite, hormonothérapie, traitement, il s'est aggravé, atteinte cognitive, diffusion, atteinte de l'autre sein. Je pense que la patiente était décédée, en tout cas, les auteurs ne font pas allusion à ça. Alors, qu'en est-il de cette entité qui est pas si homogène que ça que les autres atteintes paranéoplasiques. Alors, bien souvent, c'est une femme d'âge moyen. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, c'est des myélopathies qui peuvent être progressives, c'est-à-dire sur plusieurs mois, ce qui est un petit peu l'originalité quand même de ce tableau. Ça m'a surpris un petit peu lorsque j'ai vu ça, mais c'est une notion qui est quand même assez souvent rapportée. Ils peuvent être subaigus sur quelques jours, quelques mois, mais peut-être sur 1 an, 2 ans. C'est-à-dire qu'elle est toujours compatible. Alors, il précède le cancer dans 2 tiers des cas. Et d'ailleurs, le délai qu'il précède, c'est 12 mois. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui peut être progressif. Alors, l'atteinte médulaire est si caractéristique, puisqu'il y a une myélopathie extensive, longitudinale, ils appellent tract spécifique. Ça veut dire qu'il suit les voies, telles que ce qu'on a vu un petit peu, c'est-à-dire que la voie cortico-spinale, ou la voie, en tout cas le cordon latéral, elle est suivie de façon fasciculaire, avec une prise de contraste dans 50% des cas, et le contraste en coupe axiale permet de suspecter fortement cette entité. Bien sûr, l'imagerie peut être normale dans d'authentiques
myélopathie paranéoplasique, donc ça n'élimine pas le diagnostic, et l'IRM cérébral est bien souvent normal. Ce qu'il faut rechercher dans un contexte de myélopathie paranéoplasique, c'est essentiellement deux anticorps. Ce sont les anticorps anti-amphiphisine et des anticorps anti-CRMP, ce qui est écrit ici. Ça semble deux anticorps en tout cas assez spécifiques des myélopathies progressives paranéoplasiques, en tout cas des myélopathies paranéoplasiques dans un contexte bien sûr en faveur. Les deux cancers les plus fréquents, le sein et le poumon, mais d'autres anticorps bien sûr peuvent apparaître, peuvent être présents, les anti-HU, etc. Mais ces anticorps semblent quand même assez spécifiques de cette entité. Alors, qu'en est-il un petit peu? Là, c'est quand même une série de la Mayo clinique, juste pour apporter une preuve formelle de ce qui a été dit. C'est une série de 31 patients. Ça résume un petit peu ce qu'on a dit. Bien souvent, on a dit les anticorps anti-amphiphisine et les anti-CRMP. Là, c'était une 31 patients. Alors, voilà, c'est écrit, c'est progressive myélopathie. Donc, c'est quand même, les myélopathies restent quand même compatibles avec un diagnostic de paranéoplasie. Peuvent être bien sûr parfois subaigus ou aigus, mais ils ne mettent pas aigu, ils mettent subaigu. C'est-à-dire le caractère aigu, c'est quand même contre une myélopathie paranéoplasique. Alors, l'IRM montre clairement, chez 20 parmi 31 patients, cet aspect quand même de myélopathie ou d'atteinte longitudinale extensive, symétrique, traque, spécifique, c'est-à-dire qui suit les voies et qui prend le contraste dans 50% des cas. Ils mettent un petit peu les images de la série. On voit clairement toujours la même anomalie avec cet aspect un petit peu qui suit la voie avec cette prise de contraste aussi symétrique. Voilà, ils mettent même dans la conclusion que aspect extensif, tract spécifique, symétrique est en faveur, qui prend le contraste, est en faveur d'une myélopathie paranéoplasique. Alors le 8e cas clinique, c'est un garçon de 10 ans qui a depuis l'âge de 1 an un syndrome néphrotique résistant sous hémodialyse avec une hypertension artérielle chronique, et depuis 2 mois il fait des céphalées vomissements avec aussi une notion de claudication à la marche. L'examen était normal, sauf une hypertension à 21,12 qui a été retrouvée. Le LCR était normal. Je vous montre d'abord, l'IRM. Voilà, c'est son imagerie. On voit une atteinte, on va dire, bulbo-spinale étendue, un peu centrale, sur un hypersignal étendu, qui est plus ou moins symétrique sur les groupes axiales. Alors, est-ce qu'il y a un diagnostic éventuellement pouvant être évoqué? Je vous donne la suite. Les auteurs ont normalisé la tension artérielle. À J4, ils ont obtenu cette normalisation. La régression des céphalées et des vomissements et la régression de l'hypersignal à J10. Donc, le diagnostic, c'était celui, voilà, c'était la régression à J10. C'est celui d'un syndrome d'encéphalopathie postérieure dans sa forme purement spinale. Et bien sûr, il discute la physiopathologie puisque la vasculation spinale est issue du système vertébro-basilaire. Donc, il y a bien des raisons d'avoir parfois une forme purement spinale de syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible. Là, c'est une littérature un petit peu sur les cas qui ont été rapportés. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est pratiquement tous les patients, ils ont une HTA, à la différence des presses classiques où certains patients peuvent ne pas avoir d'HTA. Là, l'HTA est constante, voire même très élevée, et souvent pratiquement constante. Les patients, ils ont une rétinopathie hypertensive, et le diagnostic est intéressant dans un contexte d'HTA important, et surtout lorsqu'il y a peu de signes médulaires par rapport à des anomalies de signal très francs, c'est-à-dire cette dissociation entre une clinique pauvre et une imagerie très nette doit amener à ce diagnostic, et ce qui serait contre un diagnostic d'une myélite. Alors, le 9e cas clinique est une femme de 58 ans qui a une douleur périscapulaire avec un engourdissement des membres inférieurs, puis 2 mois après, une paraparésie spastique d'origine bien sûr pyramidale avec un clonus. Alors là, l'imagerie, alors c'était plutôt progressif chez cette patiente, c'était pas un début, j'avais omis de le mettre ici. Donc là, c'était son imagerie. Alors, ce qu'on peut voir, cet aspect d'hypersignal au niveau antérieur aussi postérieur, clairement ici, qui est en faveur, en tout cas, d'un diagnostic d'une pachyméningite spinale. Le LCR était 20 cellules. Le reste du bilan, notamment dans le sens d'une pachyméningite, était négatif. Ils ont biopsié, ils ont trouvé particulièrement un infiltrat lymphoplasmocytaire et surtout, ces infiltrats
sécrètent beaucoup de type 4 des immunoglobulines G. Donc c'est un syndrome des IgG4 dans sa forme purement spinale, ce qui est tout à fait possible. Alors voilà, pachyméningite médulaire idiopathique à IgG4. Juste quelques mots par rapport à ce syndrome qui peut toucher plusieurs appareils et au plan neurologique, on est intéressé par la pachyméningite et l'hypophysite. Là, c'est des images qu'on peut trouver, par exemple, typiquement. Alors souvent, la pachyméningite est focale, par endroit, et le diagnostic est posé sur la biopsie ou parfois sur le dosage de ces IgG4 qui doit être supérieur à 40% du taux des IgG. Voilà. Le dernier cas clinique, un homme de 20 ans, qui a une maladie de Gilles de la Tourette. Depuis l'âge de 6 ans, c'était une maladie de Gilles de la Tourette sévère et qui fait une atteinte médulaire dont je vous montre l'imagerie. Voilà, un aspect un petit peu d'anomalie de signal diffuse, sans atteinte osseuse. Donc, le diagnostic qu'il faut toujours évoquer chez les patients qui ont des mouvements anormaux, c'est des myélites induites par les tics cervicaux lorsqu'ils sont explosifs et très intenses. Ils peuvent induire des myélopathies qui peuvent être d'ailleurs sévères, voire même mortelles. On a vu, je pense, 2 cas, des patients qui ont des myélopathies très sévères, des Gilles de la Tourette, qui font des tics d'extension. Il faut souvent faire même des injections de toxines pour arrêter ce caractère explosif de l'atteinte. Voilà, ils ont même la traité par une stimulation rapide. Comme j'ai dit, l'atteinte peut être mortelle, telle que chez ce patient qui avait plutôt des mouvements normaux dans le cadre d'une paralysie athétoïde cérébrale. Voilà, c'était ma dernière.